Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre chaîne de télévision Direct 7. Merci de nous choisir pour vous informer dans l'émission Coin de vérité. Élections régionales et législatives, c'est pour bientôt, en tout cas pour cette année 2023. La CENI s'active déjà pour le recensement électoral, mais le débat sempiternel sur la transparence des élections au Togo refait surface. Élections transparentes au Togo, faut-il le dire, entre le pouvoir et l'opposition qui ne dit toujours jamais la vérité. Mesdames, Messieurs, le débat, c'est tout de suite et maintenant. Et déjà sur ce plateau, je reçois M. Gérard Adia. Il est le premier vice-président de MPDD, parti Dr Gabriel Agouémé Kodjo. En face de lui, j'ai M. Jean-Claude Bakali. Il est donc journaliste, responsable de l'Agence panafricaine de presse et de communication. Bonsoir, M. Gérard. Bonsoir, M. Agouzou, et bonsoir à toutes vos téléspectatrices et vos téléspectateurs. Alors, et à tous les Togolais. Comment va votre parti, le MPDD? Notre parti se porte très bien dans l'enceinte de la DMK. Parce que, avec d'autres partis politiques et certaines associations, organisations de la société civile, nous fonctionnons et nous travaillons dans le cadre de la DMK pour la récupération de notre victoire volée le 22 février 2020. Et nous continuons par sensibiliser les populations sur le bien fondé de ces réclamations qui constituent notre socle aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas continuer à faire les mêmes choses en espérant des résultats différents. Alors, bonsoir, monsieur Jean-Claude, chers confrères. Bonsoir, mon cher ami. Bonsoir, auditrices et auditeurs de la radio, la télévision Direct 7. Tout va bien? Oui, on rend grâce à Dieu. Oui, vous savez que le journaliste n'a pas de dimanche, n'a pas de week-end. Tout comme un soldat qui est au front, nous sommes toujours au front. Alors, Monsieur le Président, je reste avec vous sur la question des élections. On parle de la transparence du scrutin. Et chaque fois que le gouvernement s'active, communique sur la transparence des élections, l'opposition crie au vol d'entrée de jeu. Est-ce qu'on peut parler de la transparence des élections au Togo? Et vous savez, avant d'en arriver là, c'est-à-dire parler de la transparence des élections au Togo, je voudrais qu'on s'entende sur un certain nombre de notions. Parce qu'il y a le concept de l'opposition, je crois que ça crée un problème psychologique et ça fait du tort à notre pays. L'appellation même? L'appellation. Ce qu'on englobe dans l'opposition. Parce que le jour où un des partis d'opposition aujourd'hui, un des partis qui s'oppose au pouvoir actuel, le jour où un de ces partis arrivera au pouvoir, vous allez l'appeler comment? Certains vont dire que l'opposition est arrivée au pouvoir, ou bien l'opposition au pouvoir. Ça ne s'entend pas bien. Dans notre pays, au début, je crois qu'on parlait le culte et le progrès. Au début, après notre indépendance, je crois que c'est le culte qui avait permis de prendre l'indépendance. Et le progrès, je ne disais pas que eux ne voulaient pas l'indépendance, mais pas tous. Donc on parlait de ces deux parties, le culte et le progrès. Au Ghana, on parle de le NDC et le NPP. Aux États-Unis, on parle des démocrates et des républicains. En France, on parle de la droite et la gauche. Bon, pourquoi chez nous ici, et surtout vous les journalistes, vous n'allez pas trouver un autre concept pour désigner des partis qui s'opposent au pouvoir en place et qui puissent donner une autre psychologie aux citoyens togolais. Parce que en faisant ainsi, vous avez l'impression de faire croire à beaucoup de gens, surtout à la jeunesse, que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est eux qui seront toujours au pouvoir. Et ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui, ils sont appelés à rester dans l'opposition. C'est ce que... définition, quand vous êtes aux affaires, on se dit que vous êtes du pouvoir et quand vous n'êtes pas là, vous êtes de l'opposition.
Oui, mais dans notre pays, ça ne se comprend pas de cette manière-là. Les gens ont l'impression que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est-à-dire que le RPT qui s'est transformé en UNI, que c'est pour le pouvoir, c'est eux qui doivent gouverner. Et ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui, eux, ils doivent rester toujours dans l'opposition. Je voudrais que ce concept-là... Nous ferons un débat spécial oui, bien sûr. Je souhaiterais vraiment. Parce que ça crée du tort dans notre pays, ça fait du mal. Et dans le subconscient collectif, on a comme l'impression que certaines personnes sont réservées pour être dans l'opposition éternellement et d'autres sont là, être au pouvoir et gouverner éternellement. C'est ça qui crée aussi le mal dans notre pays. Je souhaiterais que vous, les journalistes, vous fassiez l'effort pour pouvoir transcender ces notions-là. Maintenant, quant à la transparence des élections, je crois que nous ne cesserons jamais d'en parler à partir du moment où chacun n'y met pas la bonne foi. Vous comprenez, quand je dis chacun, ceux qui sont le plus souvent chargés d'organiser ces élections doivent comprendre que c'est surtout dans notre pays que ce problème est récurrent. Et on a l'impression que notre pays est en train de faire tache d'huile dans d'autres pays aussi. Parce que certains pays ont tendance à nous copier et ce n'est pas une bonne chose. Les États sont souverains. Oui, les États sont souverains, mais chacun peut apprendre chez l'autre. Et on peut copier de bons exemples comme de mauvais exemples. Malheureusement, chez nous, c'est des mauvais exemples que les gens essaient de copier. Ce n'est pas une bonne chose. Donc la transparence des élections chez nous, c'est depuis les élections après... Bon, la première élection pluraliste au Togo s'est passée... Je ne crois pas qu'on pourrait parler de la non-transparence en ce moment. Hein? La première élection pluraliste, c'est-à-dire que après la conférence nationale souveraine, on avait organisé une élection. Je crois que si le général Yadema avait gagné à cette époque-là, ce n'est pas parce que on ne devrait pas parler de la non-transparence, mais c'est plutôt le boycott de l'opposition qui lui avait permis de rester au pouvoir en ce moment. Parce que l'opposition avait commis l'erreur ce jour-là, à ce moment, de boycotter ou bien de retirer sa candidature. Et c'était une très mauvaise chose. Mais la non-transparence des élections a commencé à partir de 1998, lorsque le général Yadema était face à J. Olympio, en tant que candidat. Il y avait, je crois, le Paul Minevi comme candidat également, le maître Boibo. Je crois que voilà les candidats ténors. Et J. Olympio avait gagné l'élection là, partout, au Togo. Mais les forces armées togolaises ont forcé la présidente de l'Assemblée, la présidente de la CENI, à donner sa démission. À partir de ce moment-là, l'élection est sortie du cadre normal, c'est-à-dire du cadre réglementaire. Et ça, on ne peut plus parler de transparence. Vous voyez un peu? C'est depuis ce temps que on va aux élections et une partie cherche à confisquer les résultats et à proclamer ce qu'elle veut. On ne peut pas parler de transparence lorsque les choses se passent comme ça. C'est depuis ce temps que le problème de la non-transparence se pose au Togo. De 1998 à ce jour, est-ce que le schéma reste le même? Non, ce n'est pas les mêmes pratiques. À chaque fois, ceux qui sont au pouvoir cherchent à trouver d'autres méthodes pour pouvoir se maintenir. Mais on peut parler de l'évolution? Non, au contraire, aujourd'hui, on a trouvé des méthodes plus subtiles. Parce que ce qui s'est passé en 1998, c'était trop flagrant. Parce que tout le monde a vu que ce qui se passait, c'était tout à fait normal que le candidat J. Olympio allait gagner l'élection. Hein. C'était visible. Et on n'avait pas trouvé d'autres moyens que d'arrêter le processus par la force militaire. Alors, monsieur... Donc aujourd'hui, on essaie de mettre un peu plus de finesse et il y a plusieurs techniques qu'on met en œuvre pour pouvoir rendre l'élection frauduleuse. Et ces techniques-là, nous aussi nous les étudions au jour le jour et nous essayons de trouver des contrepoids pour pouvoir éviter cela, mais à chaque fois, ceux qui sont habitués à ces pratiques frauduleuses aussi inventent d'autres méthodes auxquelles nous ne pensions pas avant. On a compris votre développement, cher confrère.
Vous l'avez écouté, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de la transparence des élections au Togo? Et je crois que pour circonscrire le problème de transparence des élections à seulement le Togo me dérange un tout petit peu. Parce que je pense personnellement que ce problème-là dépend fondamentalement de la bonne foi, comme l'a dit M. Gérard, de la bonne foi des différents acteurs. La preuve, quand vous prenez les 2 dernières élections au niveau des États-Unis, elles ont été contestées. Simplement parce que les acteurs qui ont participé à ces élections-là n'ont pas été de bonne foi pour reconnaître le résultat issu de ces différentes élections-là. Donc, je crois que tout dépendra de la bonne foi, tout dépend de la bonne foi des différents acteurs qui participent aux différentes échéances électorales. Donc, mais également, pour revenir maintenant dans le contexte précis du Togo, comme vous l'aviez circonscrit, je crois qu'il y a plusieurs critères ou plusieurs paramètres qui permettent peut-être de justifier de la transparence ou de la non-transparence des élections. Et moi, personnellement, je crois que les élections peuvent être transparentes, mais des acteurs peuvent décider de rendre ces élections-là non transparentes. C'est-à-dire en décrétant que ces élections ne sont pas transparentes. Oui, ou en décidant de rendre ça, de frauder, par exemple. Donc, comme je l'ai dit, les différents acteurs participant aux élections sont les éléments déterminants de la crédibilité des élections ou de la transparence des élections. Nous sommes en train de préparer, sinon le Togo prépare déjà les élections régionales et législatives, je l'ai déjà dit. Et donc la question de la transparence du scrutin refait surface. Le débat, vous l'écoutez un peu partout. Nous avons voulu analyser, voir, est-ce qu'à ce jour, on peut parler de la transparence, de la crédibilité du scrutin. C'est pourquoi le débat est circonscrit. Mais quand vous analysez les acteurs entre l'opposition et le pouvoir, on se pose la question qui ne dit pas la vérité. Difficile à ce niveau de répondre à cette question d'une manière péremptoire. Puisque, comme je l'ai déjà dit, plusieurs paramètres permettent de dire si une élection est crédible ou pas. Quand vous prenez, je crois, au niveau des Nations Unies ou au niveau de l'ONU, on parle de l'inclusivité de l'élection. Pour qu'une élection soit qualifiée d'une élection crédible, on parle de l'inclusivité, de la transparence, de la compétitivité de l'élection et de la compétitivité. Donc, est-ce que les élections au Togo sont inclusives? À ce point, je dirais oui, puisque plusieurs différents acteurs participent aux élections. Donc, on peut dire qu'elles sont inclusives. Est-ce que l'élection est transparente? Pour parler d'une élection transparente, c'est depuis l'organisation du processus. Partant du code électoral jusqu'au jour du vote, est-ce que le code électoral au Togo est consensuel? Je ne sais pas si l'homme politique qui est sur le plateau nous dira si le code électoral actuel au Togo a été un code électoral consensuel. Je pense que oui, puisque aucun acteur politique togolais jusqu'à l'heure où nous parlons n'a contesté le code électoral. À moins que s'il vous plaît. Je me trompe. Maintenant, quand on va au niveau de la transparence, pour que les différents acteurs sachent si effectivement le processus a été transparent, il faudrait que les acteurs qui participent aux élections soient véritablement représentés sur l'ensemble du territoire national. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons tous les acteurs véritablement représentés sur l'ensemble du territoire national? Ça se pose là comme question. Donc, je pense qu'il faut vraiment se munir de beaucoup de pincettes pour décréter qui d'entre les différents acteurs dit la vérité ou non. Alors, Président, au niveau de l'opposition, vous contestez toujours les résultats. Vous l'avez dit depuis 1998 jusqu'à ce jour. Quels sont les éléments sur lesquels vous vous fondez pour contester les résultats? Vous savez, nous sommes dans une compétition. Et dans toute compétition, il faut un arbitre. Et c'est l'arbitre qui est censé travailler pour que la compétition soit acceptée par tous. Il parlait tout à l'heure des États-Unis, que même aux États-Unis, les 2 dernières élections ont été contestées. Mais qu'est-ce qui a fait qu'au finish, le candidat perdant a quand même accepté que bon, c'est l'autre qui a gagné?
c'est celui qui est l'arbitre, qui est censé dire que voilà comment les choses sont passées. Elles se sont passées de manière transparente et tout le monde a vu. Donc c'est le détenteur de la vérité, c'est l'organe qui est censé organiser les élections de façon transparente. Mais si la CENI et la Cour constitutionnelle, voilà les deux éléments clés qui doivent permettre à ce qu'une élection soit transparente. Mais si déjà dès le départ, les jeux sont pipés à ce niveau, on ne peut plus parler d'élection transparente. Il parle de code électoral. Qui a rédigé le code électoral de façon consensuelle au Togo ici? Si nous ne parlons pas, nous en tant qu'acteurs politiques, c'est parce que nous sommes devenus inaudibles. Quel que soit ce que nous disons, le pouvoir fait ce qu'on appelle le chien à bois, la caravane passe. Parce qu'ils ont une intention délibérée de voler. De plus parler. Oui, mais puisque tout ce qu'on dit, ils ne tiennent pas compte. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse finalement? Il va falloir qu'à un moment donné, le rapport de force soit renversé avant qu'on puisse obtenir quelques bribes de réformes qui soient consensuelles. Et c'est toujours comme ça. Et lorsque l'opposition arrive à obtenir quelques réformes qui puissent avantager la transparence des élections, dès que le pouvoir reprend l'initiative ou bien reprend les forces, devient plus fort, ils essaient de modifier la loi en sa faveur. Et à chaque fois, c'est comme ça. Donc, on ne peut pas rester dans l'éternel recommencement, c'est-à-dire que, on change lorsque le rapport de force est favorable à ceux qui veulent le changement, et dès qu'il y a un peu de faiblesse, on remet les choses en place. On ne peut pas continuer à jouer à ce jeu. Si nous connaissons des problèmes de non-transparence au Togo, ici, c'est parce que les organes de gestion des élections ne font pas correctement leur rôle et les gens qu'on met à la tête de ces organes-là ne sont pas des gens sur qui on peut compter valablement pour qu'il y ait une transparence, une indépendance réelle de ces acteurs-là. Et c'est là où se pose le problème. Oui, dans les autres pays, si les gens ont pu s'en sortir, c'est parce que l'organe de gestion, ou bien ceux qui organisent les élections, ont pu prouver que, au fait, il y a eu des insuffisances à tel niveau, mais voilà ce qui s'est passé, et c'est elle qui a gagné. Nous allons revenir sur le rôle de ces organes. Vous les avez cités, la CENI, la Cour constitutionnelle, pour comprendre sur quoi vous vous basez pour dire que ces organes ne font pas réellement leur travail. Mais avant de revenir, nous allons marquer une pause. Deuxième partie de l'émission Coin de vérité, transparence des élections au Togo, entre l'opposition et le pouvoir qui ne dit jamais la vérité. C'est le thème de notre émission. Je suis toujours avec mes invités, Gérard Adia, premier vice-président du parti MPDD, et Jean-Claude Bakali, journaliste. Chers confrères, vous avez suivi votre vis-à-vis, développé les points sur lesquels ils se fondent pour dire qu'il n'y a pas la transparence des élections. Est-ce que vous avez un avis? Oui, je suis tout à fait d'accord à un certain niveau avec lui. Sauf que lorsque vous prenez par exemple la CENI sur laquelle il met un peu d'accent par rapport à la crédibilité des élections, je pense qu'il y a plusieurs acteurs qui ont souhaité que nous puissions avoir une CENI non politique. Une CENI composée d'acteurs indépendants. Malheureusement, on se rend compte que également, même au sein de l'opposition ou au sein des acteurs politiques, les gens ne sont pas prêts à ce que le pays, nous puissions aller vers une CENI non politisée. Et vous allez voir que chaque parti fait les pieds et les mains pour envoyer son représentant au sein de la CENI. Maintenant, en principe, lorsque ces partis sont représentés au niveau de cette institution, je ne vois pas en quoi cette institution-là devrait encore une fois poser problème en termes de crédibilité, puisqu'il y a les représentants qui sont là pour veiller à ce que le scrutin soit transparent. Maintenant, comment se fait-il que ces représentants des acteurs politiques qui sont au sein de cette organisation-là n'arrivent pas à veiller à ce que l'élection soit transparente? Pour moi, ces représentants ne jouent pas véritablement leur rôle. Et à un moment donné, ils sont les premiers à s'agiter
pour rendre le scrutin, pour qu'on dise que le scrutin n'est pas crédible, sans pour autant donner les éléments tangibles des critiques proférées par rapport à l'organisation. Donc moi je pense personnellement que pour éviter cette crise de confiance qu'il y a entre les institutions d'organisation des élections et les acteurs politiques, qu'on puisse d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, accepter de tendre vers une CENI composée d'acteurs indépendants afin de pouvoir juger, puisque généralement on dit que le parti au pouvoir a un nombre plus élevé de représentants au sein de l'organisation et que l'opposition, entre griffes, comme mon co-débatteur dit qu'il faut trouver un autre terme, en attendant de trouver une autre expression, on garde quand même entre griffes l'opposition. L'opposition dit qu'elle est minoritaire au sein de l'organe. Maintenant, si on tendait plutôt vers une CENI non politisée, je crois qu'en faisant également confiance, comme je l'ai déjà dit, c'est une question de confiance. Lorsque vous désignez des gens et que vous n'avez pas confiance en ces gens-là, bien évidemment, vous n'aurez pas confiance aux résultats issus de cet organe-là. Donc, nous invitons, moi personnellement, j'invite les différents acteurs, non seulement à accepter de tendre vers une CENI composée d'acteurs non politiques, mais également à faire suffisamment confiance aux institutions qui ont en charge l'organisation des élections. Monsieur le Président, quand on écoute notre confrère, on comprend que vous-même, dans l'opposition, vous refusez d'avoir une CENI non politique. Vous continuez d'appeler l'opposition. Bon, c'est pour le moment, on n'a pas encore trouvé un autre nom. Bon, c'est pas un problème. Vous savez, je vous comprends parfaitement. Mais laissez-moi vous dire que on ne peut rien faire de grand, de beau et de consistant si nous n'y mettons pas la bonne volonté et la bonne foi. J'insiste là-dessus. Et aucune institution ne peut s'afficher grand lorsque celui qui l'anime ne l'anime pas avec une volonté de bien faire. Je m'explique. La CENI peut être technique comme elle peut être politique. Celui qui l'anime, si la personne se dit « je travaille pour les Togolais, je travaille pour le Togo et je veux de la transparence », il fera un travail utile. Mais avant, est-ce que réellement, au sein de l'opposition, vous n'êtes pas partant pour une CENI non politique? De toutes les façons, c'est ce que je suis en train de dire. Que la CENI soit technique ou pas, tout dépendra de celui qu'on mettra à la tête. Pourquoi? Et ça aussi, c'est important dans notre pays pour que nous le sachions. Il faut que ceux qui gouvernent déjà acceptent le principe de la tournance. C'est-à-dire, nous sommes là aujourd'hui, nous pouvons partir demain et revenir après. Mais quand ils ont mis dans leur tête, comme beaucoup de Togolais essayent de le comprendre, que eux ils sont là pour gouverner. Les autres sont là pour être dans l'opposition. Est-ce que ce n'est pas cet esprit qui a mené à limiter les mandats aujourd'hui? Mais on a limité les mandats, mais les gens sautent les verrous tous les jours. Parce qu'ils se disent que bon, on limite aujourd'hui, et lorsqu'on va s'acheminer vers la fin, on va trouver encore un mécanisme pour remettre le compteur à zéro. Mais c'est ça le problème. Et donc il faut que ceux qui sont des gouvernants aujourd'hui se disent que non, lorsqu'il y aura l'alternance, c'est-à-dire que le fait de faire une gouvernance tournante, bon, ça peut donner de l'émulation dans le pays, ça peut permettre à ce que les riches augmentent dans le pays parce qu'il y aura plus d'idées pour promouvoir le développement, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de freins au développement. Et donc, cette façon de considérer la gouvernance du pays, c'est-à-dire que c'est nous qui devons gouverner tout le temps, ça ne permet pas une émulation pour le développement. Donc, il faudrait que eux là, ils sachent qu'ils se disent que bon, nous aussi nous pouvons partir. Et lorsqu'ils auront cette conception de la vie politique, ils n'iront pas chercher à corrompre les têtes des institutions chargées d'organiser les élections. Et ils vont laisser les gens faire le travail convenablement. Sur ces ce que je veux dire, c'est que bon, les gens qu'on amène là-bas, on les amène pour travailler pour le parti au pouvoir.
Oui, je vais C'est ça le problème. Y compris les représentants de l'opposition. Qu'est-ce que vous reprochez à la CENI concrètement? Je reproche à la CENI tout d'abord sa composition, parce que sa composition est déséquilibrée. Est-ce que ce n'est pas par la loi? Oui, la loi a été votée par qui? L'Assemblée nationale? Non, l'Assemblée nationale est dominée par qui? C'est ça le problème. C'est tout un enchaînement. L'Assemblée nationale est dominée par un parti. Ils font une loi qui arrange le parti et ils font une loi électorale qui est faite de telle manière qu'ils aient toujours la majorité ou bien ce qui peut les arranger pour pouvoir faire des fraudes. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas l'erreur de l'opposition? Non, en 2018, on ne peut pas faire une CENI paritaire, l'opposition a refusé. Oui, en 2018, c'est vrai que suite aux négociations ou bien au dialogue qui avait eu lieu sous le gide, je crois, de l'Union africaine. De la CEDEAO. De la CEDEAO de l'Union africaine, je pense que on avait convenu de faire une CENI paritaire. Et le problème qui se posait, c'est qui devrait être le président. Donc, ce que je soulevais tout à l'heure comme problème revient. Parce que c'est la tête de l'institution qui est le problème. D'où la question de confiance. Parce que si vous avez confiance aux acteurs, on ne doit plus... Oui, la question qu'il a soulevée, oui. Les acteurs de l'opposition sont représentés dans la CENI. Oui. Normalement, ils y sont. Et donc, s'il y a quelque chose d'anormal, c'est à eux d'alerter. Vous savez, il y a des choses que nous ne devons pas négliger. Vous et moi, vous êtes bien conscients de ce que je suis en train de dire. Lorsqu'on met des juges, des magistrats, à la tête de toutes les CELI, ce sont les magistrats qui sont là-bas. Qui a nommé les magistrats? Qui a nommé les magistrats? L'opposition était là quand on nommait les magistrats? Vous pensez que ça... Est-ce que l'opposition était là quand on nommait les magistrats? Est-ce que vous, là, Gouzou, là, monsieur Agouzou, si quelqu'un vous nomme quelque part, vous savez que vous devez ce que vous mangez à celui-là. Il vous met quelque part pour que ça fasse un travail. Est-ce que vous n'aurez pas un petit regard favorable plus à celui-là, plus qu'aux autres? Vous pensez que toutes les nominations sont redevables à celui qui nomme? Mais justement, dans notre pays, c'est comme ça. On ne doit pas nommer. Non, mais écoutez, c'est pour ça que dans certains pays, avant qu'on nomme quelqu'un à certains postes, on demande à l'Assemblée. Il y a d'autres institutions qui interviennent dans la nomination des gens. Les magistrats qui sont nommés à la tête des CELI, vous pensez qu'ils doivent tout acquis? Alors, on va écouter C'est ça le problème. Il parle de la CENI, de la recomposition et des membres de la CENI aujourd'hui comme un problème fondamental sur la transparence. Vous savez, je vais aller encore plus loin. Oui, il va répondre. Il y a un détail important. Il va vous répondre. Il y a un détail important que je voudrais dire. Oui, parce que au sein même de la CENI, les rôles qu'on distribue aux gens, quand on sait que vous venez de l'opposition, il y a certains rôles qu'on ne vous confie jamais. La conception des bulletins de vote, par exemple. La conception et la confection des bulletins de vote. On fait tout ça là, on vient leur montrer que voilà comment les choses se feront. Mais alors que derrière, on a tout fait déjà. On a choisi celui qui doit confectionner, celui qui doit produire les bulletins. Et la dernière fois, nous avons vu qu'il y a eu des bulletins prévotés qui étaient parmi les lots qu'on avait livrés. Avec des preuves, oui, bien sûr, il y a des vidéos qui ont circulé. Mais est-ce que il y a des vidéos qui ont circulé. Vous les avez testées ces vidéos, nous les avons gardées pour demain. Est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce qu'elles sont authentiques? Maintenant, nous pouvons les authentifier. Je pense au regard de tous ces problèmes soulevés, c'est d'où la nécessité d'une CENI technique. Et pour une CENI technique, bien évidemment, il se pose encore la question de la confiance. Parce que lorsque vous dites que les responsables des CELI qui sont nommés, qui sont à la tête des CELI ont été nommés. Ça veut dire également que lorsqu'un acteur issu des rangs de l'opposition est à la tête, lui aussi il est redevable au parti ou à la coalition de partis qu'il a envoyé là-bas. Donc il faudrait un peu de confiance aux institutions, mais également un peu de confiance aux institutions et aux personnes qui les animent, mais également faire en sorte que nous tendions pour éviter cette histoire
histoire de déséquilibre au niveau de la CENI, qu'on aille carrément à une CENI technique, comme lance un appel à candidature et que les institutions, on peut confier cela à une institution internationale de recrutement qui va recruter des personnes. Oui. Donc je crois que c'est pour cela que nous avons toujours parlé d'une CENI technique. Malheureusement, comme je l'ai déjà dit, même les acteurs politiques issus des rangs de l'opposition ne sont pas aujourd'hui prêts à ce que nous tendions vers une CENI technique. Alors, Monsieur le Président, qu'est-ce qui dérange une CENI technique chez vous? Non, rien ne dérange une CENI technique chez moi. Rien. Pourquoi l'opposition? Et au sein même de notre parti, nous avons prôné pour qu'il y ait une CENI technique. Mais technique, comment? Mais est-ce qu'au sein de l'opposition, certains rejettent cette proposition? Je ne sais pas s'il y en a qui ont rejeté. S'ils ont rejeté, c'est parce qu'ils savent très bien que même la CENI, quand elle est technique, celui qu'on mettra la tête là-bas, est-ce qu'on peut lui faire une confiance à 100%? C'est pour ça que nous disons que... Pourquoi vous ne croyez pas? Non, écoutez, c'est pas qu'on ne croit pas. Mais c'est quand vous connaissez votre adversaire en face. Pourquoi vous allez le croire? Parce que vous savez très bien que c'est un menteur. Celui qui est là ne dit jamais la vérité. Donc, vous n'allez pas chercher de Miguel Katé pour savoir que celui-là, je ne peux pas lui faire confiance. Et à partir du moment où il y a un déficit de confiance, il y a une autre manière de faire les choses. C'est que nous partions sur la même base et que toute décision, nous puissions nous retrouver pour dire, bon, comment on fait? Chacun amène ses propositions et comme ça, lorsque chacun aura son œil dedans, nous allons contrôler les choses ensemble. La CENI technique, nous ne la rejetons pas. Mais comment la faire? Comment la mettre en place? Tout le problème est là. Il faudrait que ce soit une discussion. Alors, le temps est en train de... Lorsque nous voulons aller aux élections, il faudrait qu'on... Je termine, le temps nous presse un peu entre vous et le pouvoir. Je parle de l'opposition et le pouvoir, concrètement, qui ne dit pas la vérité sur la question de la transparence des élections, en toute sincérité. Écoutez, je crois que vous devez connaître la réponse à ces questions. Qui est le plus grand menteur d'État dans notre pays? Il y a plusieurs exemples. Ce sont les gouvernants qui mentent le plus, malheureusement. Le mensonge d'État, celui qui est le champion, c'est le gouvernement. Si vous voulez, je peux vous citer des exemples. Il y en a à foison. C'est donc universel quand vous dirigez, vous êtes le plus grand menteur? Non, malheureusement non. Parce que c'est dans notre pays que les gens font de la gouvernance, enfin, ils font du mensonge dans la gouvernance. Dans d'autres pays, le mensonge est même puni par la loi. Ici, ce n'est pas le cas. Dans d'autres pays, le mensonge d'État est puni par la loi. Dans notre pays, ce n'est pas le cas. Est-ce que le vol des élections chez vous ne devient pas si vous volez les deniers d'État, si vous volez les ressources de l'État, les deniers publics, si vous volez tout le temps et personne n'a le droit d'en parler, ou bien on ne vous inquiète pas, vous irez voler les élections aussi. Alors si vous mentez... Que faites-vous finalement pour régler ce problème de vol d'élections au Togo? Nous travaillons pour qu'il n'y ait plus de l'impunité au Togo. C'est parce qu'il y a de l'impunité permet aux gens de faire du n'importe quoi. Est-ce que vous le faites déjà pour les élections régionales et législatives en vue? Écoutez, pour l'instant, nous disons qu'il y a encore du chemin à faire avant qu'on en arrive à ces élections. Il y a du chemin à faire. Donc, pour l'heure, nous sommes en train de travailler pour que des contacts soient pris, des discussions soient ouvertes, pour que l'organisation de ces élections soit consensuelle, pour qu'à la suite de ces élections-là, le Togo prenne un nouveau départ. Et c'est ça notre comment appelle-t-on, volonté aujourd'hui, faire en sorte qu'à l'issue des prochaines élections, que le Togo prenne un nouveau départ. Mais on ne va pas recommencer les mêmes fautes, croyant que nous aurons des résultats différents. Alors, il faut arrêter ça. Monsieur Jean-Claude. Oui, Jean-Claude, quand vous l'écoutez, concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire entre le pouvoir et l'opposition qui ne veut pas dire la vérité sur la question de la transparence des urnes? À cette question, je pense qu'on dit généralement celui qui accuse, c'est lui qui apporte les preuves de ses accusations. Maintenant, sauf que depuis la lune des temps, on ne nous a jamais vraiment présenté les preuves de ce que les élections ont été fraudées. Et je sais pratiquement pourquoi. Parce que je l'ai déjà dit ici, pour qu'une élection soit véritablement transparente, il faudrait que tous les acteurs puissent disposer des éléments sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, l'opposition, sauf erreur de ma part, ne dispose pas de tout. Quand on va demander d'avoir les représentants des partis politiques sur l'ensemble des bureaux de vote, vous verrez qu'il y a des bureaux de vote où l'opposition aura
toutes les difficultés possibles pour pouvoir avoir des représentants. Est-ce que à ce niveau, ça ne permettra pas, ça ne la permet pas d'être convaincu des résultats issus, parce qu'ils n'ont pas des éléments sur le terrain pour apporter les preuves nécessaires. Bien évidemment, lorsque tu n'es pas représenté quelque part, tu te dis a priori qu'on peut te voler. Donc, à ce niveau, je pense que l'opposition devra véritablement travailler sur ce plan-là pour que elle puisse avoir des représentants sur l'ensemble du territoire. Pour vous, c'est très important. Ce que l'opposition dit toujours, que le scrutin... Oui, c'est devenu une chanson. Selon moi, c'est devenu une chanson. Dans un pays normal, il n'appartient pas à l'opposition de contrôler les élections. C'est l'organe chargé d'organiser les élections qui contrôle et qui fait en sorte que la transparence soit de mise. Alors, Président, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Malheureusement, le temps nous a... J'ai des choses à dire. Oui, mais nous allons revenir, s'il vous plaît, dans une nouvelle émission. Est-ce que vous pouvez conclure? Non, je vais conclure en disant tout simplement que je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit que l'opposition n'arrive pas à réunir dans les bureaux de vote. La dernière élection, il y a l'Église catholique qui a voulu servir d'observateur pour pouvoir témoigner que bon, les choses sont bien passées. Le pouvoir a refusé. Pourquoi? C'est quelqu'un qui veut se cacher pour faire du mal, qui refuse qu'on vienne le contrôler. On ne peut pas dire que nous n'avons pas des gens dans les bureaux de vote. Et ça aussi, il n'appartient pas à l'opposition de mettre des gens dans les bureaux de vote. Non, c'est dans notre pays ici que par manque de confiance, nous sommes obligés de le faire. Dans d'autres pays... L'histoire de manque de confiance vient toujours. Dans d'autres pays, non. L'institution chargée d'organiser les élections aspire confiance. Et donc, tout ce qu'ils mettent en place pour que le contrôle soit bien fait, ils le font. Et personne ne dit rien. Pourquoi dans notre pays, on ne peut pas aller dans ce sens-là? Donc, je dis que, pour une fois, je souhaiterais que le pouvoir en place comprenne une chose. L'alternance est une bonne chose. Pour eux aussi. Donc, il faut qu'ils se mettent dans la tête qu'on peut les remplacer et qu'ils peuvent aussi revenir après. Lorsque chacun va inculquer ça dans son subconscient, je crois que les choses se feront normalement. Mais c'est parce qu'il n'y a pas ça, oui. Les gens se mettent dans la tête, nous aussi on peut nous remplacer aujourd'hui et demain nous allons revenir. C'est à cause de ça qu'ils font tout pour se maintenir et la fraude est devenue le jeu favori. Merci pour avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous dis merci. Alors, chers confrères, quel sera votre mot de la fin? Oui, mon mot de la fin, c'est d'inviter tous les acteurs à faire confiance aux institutions en charge d'organisation des élections. Ce n'est qu'à ce seul prix qu'on finira par arrêter ce cycle d'élections fraudées, d'élections volées et autres. Je crois que dès lors que nous déciderons de faire confiance à nos institutions, on fera confiance aux résultats issus des différentes élections organisées par ces institutions-là et on arrêtera de parler de vol et de fraude. Merci pour avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour nous lorsque vous nous invitez sur vos plateaux. Merci, chers téléspectateurs, pour votre fidélité d'écoute sur Direct 7. C'est tout pour ce numéro Point de vérité. Une réflexion avant de vous fausser compagnie. L'on ne progresse pas d'erreur vers la vérité, mais de vérité en vérité, d'une vérité moindre à une vérité plus grande. Bonne réflexion et à très bientôt.